Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine, le temps de résoudre nos petits problèmes techniques. Et on est à vous. Nous sommes en direct à 10h37, un tout petit peu en retard ce matin, mais vous allez le voir, notre invité du jour, ça vaut la peine car c'est un observateur très pointilleux de la vie politique, l'un des rares qui décrypte ce monde si complexe sans tomber dans la caricature ni le sensationnalisme, comme c'est trop souvent le cas. Chaque week-end, il reçoit autour de sa table des historiens, des journalistes, des sociologues, grâce auxquels il met sous le feu des projecteurs nos responsables politiques qui aimeraient parfois même rester dans l'ombre. Et s'il est sur ce plateau ce matin, c'est parce qu'il débarque en prime time ce soir avec un numéro spécial sur une actualité brûlante, les élections européennes. Bonjour Karim Rissouli. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Ce soir, je l'ai dit, 20h50, ce sera en prime time, numéro spécial de ces politiques consacré au bilan, un peu à l'analyse des élections européennes. Certains journalistes ont qualifié ce scrutin de tremblement de terre, d'autres ont parlé de grosse surprise. Vous, en tant que journaliste, comment vous avez réagi en découvrant les résultats dimanche dernier ? Il y avait des surprises quand même. Il y avait des surprises. Alors, la première surprise, c'est, je pense, le score des écolos. Aucun sondeur. Plus que celui des Républicains, qui est bas dans l'autre sens. Mais... Ouais, on est à touche-touche au niveau de la surprise. Le score des écolos, aucun sondeur ne l'avait vu venir. Il n'y a aucun observateur, franchement. Et le score des Républicains, peut-être que je le mets même en surprise numéro 1. C'est vrai, le score de Bellamy. Et exceptionnellement bas, oui. Oui, et puis pour le coup, c'est là que c'est très compliqué. Et c'est aussi la beauté de la vie politique. C'est que nous, on l'a suivi pendant cette campagne dans ces politiques. Et on avait nous-mêmes le sentiment qu'il y avait un effet Bellamy qui était en train de se produire. Sur le terrain, la droite avait l'air... dans les meetings qui étaient pleins dans les meetings, c'était assez étonnant. Et c'était un homme neuf qui parlait avec un intello, qui parlait d'une manière un peu différente des autres, de manière plus ronde, avec un discours assez dur, mais d'une manière un peu plus ronde. Et vraiment, on avait le sentiment qu'il se passait quelque chose. Donc oui, on s'est tous plantés sur Bellamy et sur les écolos, mais pas sur le duel annoncé Macron-Le Pen. Les deux premiers étaient à peu près annoncés dans ces chiffres-là. Qui est pour le coup le thème du documentaire de ce soir. Est-ce que pour un journaliste politique comme vous, une élection comme celle-là, c'est un peu comme pour un épisode de Game of Thrones, pour un fan de série, c'est le bonbon qu'on attend, oui, la récompense qu'on attend tous les ans. Moi, je suis un fan de politique depuis toujours. Petit, je devais être d'ailleurs un peu chiant à table, parler de politique avec les adultes, mais du coup, comme je suis en direct le dimanche, je ne peux pas parler de politique avant 20h. Donc, il n'y a pas d'émission C'est politique le dimanche d'élection. Donc, je suis chez moi. Sur mon canapé, à regarder une soirée électorale, et oui, j'adore ça. Et vous en profitez Mais vraiment, j'adore ça, je ne veux absolument pas rater, à 20h, je dois être devant ma télé, donc vraiment, j'adore regarder une soirée électorale à la télé, ce qui est un peu contradictoire pour un journaliste politique. Absolument. On va évidemment en parler dans quelques instants avec Karim Rissouli, on est en direct. Je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com et sur la page Facebook de TV Magazine, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Est-ce que vous avez suivi évidemment cette campagne? Est-ce que vous allez regarder ce soir le débat sur France 5? Que pensez-vous évidemment de ces élections? Est-ce que vous aimeriez davantage voir Karim Rissouli en prime time de la politique? Vous en avez assez? Pas assez? Vos questions, vos commentaires et vos suggestions, il y répond après les news médias de Damien Canivez. Bonjour Damien. Bonjour Nicolas, bonjour Karim. On démarre avec les audiences d'hier soir. TF1 a encore raflé la mise. Oui, effectivement. Alors la première chaîne de France dégainait une machine d'audience bien huilée, à savoir la fiction française Clem et la série portée par Lucie Lucas. Hier, c'était l'épilogue de la 9e saison. 4 millions de fidèles ont répondu présent, soit 18,4%, 6% du public. C'est environ 500 000 téléspectateurs de plus que la série Meurtre au paradis, qui égare quelques curieux quand même par rapport à la semaine dernière. Sur la 3e marche du podium, M6 installe ses fourneaux. La chaîne poursuivait la saison 3 du meilleur pâtissier professionnel où des brigades du monde entier affrontent des pâtissiers français. 1,8 million de bouches sucrées ont croqué ce programme. Et enfin, terminons par un carton qui est signé cette fois-ci TMC. La chaîne du groupe TF1 sortait les gros bras de Jason Statham, de Sylvester Stallone et d'Antonio Banderas. Et effectivement, Expendables 3. C'était le 3e volet. 1,4 million de cinéphiles, soit 6,5% de part d'audience. Alors, vous êtes évidemment un professionnel de la politique, de l'info à la télé, mais Karim Rissouli, quand il ne fait pas de politique, quand il ne travaille pas et quand il ne regarde pas des élections, qu'est-ce que vous regardez à la télé? La série, du divertissement, je regarde assez peu de télé en linéaire, comme beaucoup de gens maintenant, de moins en moins. Notamment de moins de 40, moins de 45 ans. Je regarde pas mal de séries télé, mais c'est vrai que j'ai assez peu de soirées à la maison. Quand on fait une émission en direct le dimanche soir, on est un peu tout le temps dans la roue, et donc je passe assez peu de soirées devant la télé. Mais oui, j'adore. Donc plutôt séries sur des plateformes de téléchargement, type Netflix, Amazon, etc. Type Netflix, je suis encore abonné à Canal, même si je n'y travaille plus. Et je regarde beaucoup de sport aussi à la télé.
Ah, ça, effectivement, on vous comprend. On continue avec le départ d'un animateur historique de la télévision. Et oui, ce ténor Son nom, petit dites-nous écran, tout. eh bien, c'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, nous vous en parlions la semaine annoncé son dernière. départ, ouais. Voilà, l'homme en noir disparaîtra de la grille des programmes de C8 la saison prochaine. La chaîne du groupe Canal+, n'ayant plus les moyens d'assurer le coût de sa présence, selon ses propos. Alors, il lâchera donc les rênes des terriens du Disons samedi. qu'il coûte cher. Alors. Voilà, c'est un peu ce qu'il voulait dire. Il demande beaucoup et la chaîne ne veut pas lui donner. Donc Voilà, il s'en c'est un va. peu ça. Voilà, il lâchera les rênes des terriens du samedi et des terriens du dimanche qu'il animait chaque week-end. Et nous avons appris hier la date à laquelle Thierry Ardisson fera ses adieux au groupe Canal qui lui a ouvert ses portes en 2006. C'était il y a un petit moment de ça. Le 15 juin prochain, il pilotera une soirée programmée en prime time intitulée La dernière de Thierry. Alors à cette occasion, il recevra plusieurs invités, Daphné Burki, Clara Luciani, Chimène Badi, Nagui, Stéphane Plaza ou encore Guillaume de Tonquédec. Les femmes se rassembleront dans une équipe, les hommes dans une autre, et ils s'affronteront au cours d'un quiz et d'un blind test sous l'œil avisé donc de l'animateur et de son fidèle acolyte, qui lui aussi partira de C8. Il s'agit bien sûr de Laurent Baffy. Quel regard vous portez sur les terrains du dimanche, notamment sur la partie politique? Thierry Ardisson continue d'en faire un peu. Il fait partie de ces animateurs à la télé avec Tout le monde en parle, ensuite suivi par Laurent Ruquier dans son émission On n'est pas couché, qui invite des politiques dans des émissions non politiques, on va dire. Est-ce que c'est également intéressant à regarder et à moi, voir je regarde encore aujourd'hui, je regarde toujours chaque samedi soir qui est l'invité politique chez Laurent Ruquier, et très souvent je reste pour regarder. C'est quand même l'une des rares émissions hebdomadaires où un homme politique peut parler pendant 1 heure. Je pense que c'est 1 heure. C'est long, oui. Donc je jetterai jamais la pierre aux hommes politiques d'aller là-bas, parce que pour le coup, c'est un endroit où on peut s'exprimer sur la durée. Alors avec parfois du clash, du buzz pour le coup, qui n'est pas forcément simple à gérer pour les hommes politiques. Mais je trouve que c'est intéressant. Ardisson, il a rythmé aussi mon enfance à la télé. Moi, j'adorais Tout le monde en parle à l'époque. Les terriens du dimanche, aujourd'hui, ils sont en frontal avec ces politiques. Donc, je ne les regarde pas. C'est vos concurrents. Bon, c'est bien, un concurrent de moins pour la saison prochaine, voilà. En tout cas. Mais je ne sais pas où va atterrir Thierry Ardisson, parce que ça m'étonnerait qu'il arrête complètement la télévision. Mais est-ce que vous faites partie de ces journalistes politiques, comme à l'instar, par exemple, d'un Patrick Cohen qui avait critiqué Karine Le Marchand lors des présidentielles pour son émission Une ambition intime? Ou est-ce que, vous voulez dire, les politiques, après tout, il y a plusieurs façons de les interviewer? Alors moi, je ne critiquerai jamais Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, quand elle fait du Karine Le Marchand. Patrick Cohen, il fait du Patrick Cohen, et moi, j'essaie de faire ce que je sais faire. Mais tout le monde a le droit, non, d'interviewer les politiques de la façon dont ils veulent? Tout le monde a le droit, mais en plus, c'est vraiment la philosophie de ces politiques à sa manière. C'est-à-dire qu'on n'invite pas d'hommes politiques en plateau aujourd'hui, parce qu'on considère que la politique, ça appartient à tout le monde. Autant à vous qu'au président de la République. Absolument. Donc, je vais pas... Comme le fait Caroline Roux également, avec C'est dans l'air. Exactement. Et donc voilà, après, quand les hommes politiques vont dans une émission chez Karine Le Marchand, ou même dans un talk comme chez Laurent Ruquier, il ne faut pas qu'après ils viennent se plaindre qu'on parle de leur vie privée ou de leur font, intimité. ils l'assument. Parce que s'ils le font, ils doivent l'assumer jusqu'au bout. Ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, je pense que tout le monde a le droit et le devoir même de parler de politique et de société. On termine ces infos, Damien, avec Samuel Etienne, l'animateur de Questions pour les champions, qui s'est salement amoché sur un tournage de Fort Boyard. C'était violent, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il a beau pratiquer une activité sportive quotidienne, il a beau participer aux trails les plus redoutables. C'est un vrai sportif, mais vraiment quoi. Et malheureusement, l'animateur de Questions pour un champion sur France 3 s'est sérieusement blessé lors du tournage de Fort Boyard. Vendredi dernier, Samuel Etienne se rendait pour la 5e fois dans cette bâtisse au sein de laquelle il a participé à cette épreuve. Vous savez, vous devez courir sur une espèce de roue qui tourne. Oui. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que rien ne s'est passé comme prévu. Le journaliste de France Info a lourdement chuté sur le flanc. Je n'ai pas ressenti la douleur tout de suite. J'ai tenu à reprendre l'épreuve et à finir la journée de tournage. Il a fini la journée, c'est incroyable. Oui, c'est ça, il a fini la journée. C'est ce qu'il a déclaré hier d'ailleurs dans les colonnes de TV Magazine. Sauf que la douleur s'est intensifiée et finalement, il a décidé d'aller aux urgences quand même lundi, puisque sur les conseils du docteur Patrick Pelou, qui est urgentiste, que l'on voit souvent dans les médias. Et verdict, 3 côtes brisées, un léger décollement de la plèvre quand même, qui est une membrane au niveau des poumons. Donc là, il va rester off pendant quelques jours et on n'est pas prêt de le revoir pour l'instant en commande de la matinale de France. Je me suis cassé une côte il y a 2 ans, c'est très douloureux. Et pour l'instant qu'il est immobilisé, il ne peut pas assurer la matinale évidemment de France Info. Vous êtes aussi tête brûlée que Samuel Etienne. Vous pourriez faire une émission comme ça, Fort Boyard, Karim. Après tout, vous êtes sur France Télé. Si on vous envoie là-bas, vous y allez ou pas? Oui, franchement, oui. Ouais. Je lance pas un appel du pied à Fort Boyard, mais oui, bien sûr. Bien sûr, on a souvent tendance à penser que la politique, c'est pour les gens forcément en costard-cravate,
voilà, toujours très sérieux et qui font que ça. C'est pas du tout le cas. Donc moi, au contraire, Vous êtes en t-shirt basket, vous voyez, on va faire la politique comme ça aujourd'hui. Exactement. Mais j'y crois vraiment à ça et aux messages et aux signaux qu'on envoie, y compris au code vestimentaire. Donc oui, Fort Boyard avec plaisir. Patrick Cohen l'a fait l'année dernière, je crois, d'ailleurs. The Voice, je pense que je serais pas dans le casting, mais c'est une émission que j'adore à la télé. Ah, ça vous branche aussi, ouais. Ouais, j'adore regarder The Voice. Vraiment, je trouve que c'est une émission fantastique, comme plein de Français d'ailleurs. Absolument. Je pense que je n'y participerai jamais. Vous aimeriez participer à The Voice? Ah, s'il y avait un The Voice, pourquoi pas? The Voice, c'est Danse avec les stars. Non, mais c'est pas votre chaîne, ils vous laisseront pas y aller. Non, mais, voilà. non. Mais The Voice, ouais, j'adorerais. Super. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Ah Damien oui, c'est fini, Nicolas. Bon, alors d'autres blessés, évidemment, d'autres nouvelles demain, d'autres amochés. Il n'y a pas que les politiques qui sortent amochés de ces élections, il y a aussi les animateurs. Merci beaucoup. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions avec Karim Rissouli. Les élections européennes, ce sera la pierre angulaire de l'émission de ce soir, numéro spécial de C'est Politique, qui sera en prime time à 20h50 sur France 5. Une soirée spéciale au cours de laquelle vous proposerez un documentaire, notamment sur les coulisses un peu du duel Macron-Le Pen, enfin Rassemblement National et République En Marche, avant d'arbitrer un débat de 52 minutes à peu près, ce que vous ferez ce soir. Pourquoi avoir pris le parti de réduire un peu cette élection à ce duel ? Bon, alors, effectivement, ils sont largement en tête tous les deux. Alors, on ne réduit pas l'élection à ce duel. Le film fait 90 minutes, mais c'est vrai que ce qu'on raconte, c'est comment l'un et l'autre se sont choisis, entre guillemets. Et comment, depuis le premier jour de l'élection d'Emmanuel Macron, les deux se sont choisis et ont quasiment tout fait pour qu'on en arrive au résultat de dimanche soir. Ils ont gagné tous les deux au final. Finalement, c'est un bon résultat pour les deux. D'ailleurs, il suffit d'écouter les déclarations dimanche soir. Dans les deux camps, à la fois La République En Marche avec Édouard Philippe et à la fois au Rassemblement National, tous vous disent qu'il y a maintenant un nouveau clivage. Alors on l'appelle soit progressiste contre populiste quand on est chez En Marche, et on l'appelle nationaux contre mondialistes quand on est au Rassemblement National. Mais oui, c'était une sorte de match gagnant-gagnant. Alors après, je ne dis pas qu'Emmanuel Macron voulait que le Rassemblement National fasse un score aussi élevé. D'ailleurs, il voulait être en tête dimanche soir. Mais ce qu'on raconte, c'est, depuis dimanche, on vous raconte effectivement que le duel Macron-Le Pen s'installe dans le paysage politique français. Ce qu'on essaie de vous raconter, c'est comment en réalité ça fait 2 ans que l'un et l'autre méticuleusement se sont désignés se sont choisis. Ouais. Alors, et après, et les 32 autres listes n'existent pas là, pour le coup, alors, quasiment peu. Dans le film, elles existent peu. Alors après, on raconte aussi quand même comment ce match annoncé a failli vaciller avec la crise des Gilets jaunes, où on a pensé à un moment donné que ça allait affaiblir Emmanuel Macron, parce qu'il est devenu en quelques semaines le président le plus impopulaire de la Ve République. Mais que ça c'est pas concrétisé dans les urnes en tout cas. Non, parce que finalement, il y a eu beaucoup de violence et que, quelque part, le parti de l'ordre a été incarné, enfin c'est En Marche qui a incarné le parti de l'ordre. Et puis de l'autre côté, Marine Le Pen a eu très peur courant janvier quand des listes Gilets jaunes ont dit qu'elles allaient se présenter. Il y a une liste qui avait fait jusqu'à 13% dans les sondages et ça a enlevé beaucoup d'électeurs à Marine Le Pen. Bon, donc finalement, ils ont vacillé. Finalement, ils ont profité l'un et l'autre paradoxalement de la crise des Gilets jaunes. Et puis après, dans la suite du film, on raconte quand même le match des novices. On suit en coulisses, il y a des coulisses dans ce film qui sont assez savoureuses, avec François-Xavier Bellamy, avec Raphaël Glucksmann, avec Manon Aubry. Tous ces partis ont pris des novices. Une responsable d'ONG pour Manon Aubry, 2 intellectuels pour Glucksmann et Bellamy. Et on était notamment dans les coulisses du débat des têtes de liste à France Télévisions, sur France 2, où on est dans les loges avec Manon Aubry, avec Nathalie Loiseau. On est au maquillage avec Glucksmann et Bellamy qui se parlent, qui se disent l'un et l'autre bon, ça va, pas trop stressé. Bah non, je suis pas habitué. Bah, bon, je suis pas habitué. C'est assez. Donc, il y a aussi de la coulisse politique. Donc c'est un mélange de décryptage et de coulisses qu'on essaie de faire tous les dimanches dans ces politiques. Alors, vous qui suivez la politique depuis un certain temps quand même, Karim, on a une des prémices avec l'élection d'Emmanuel Macron qui était évidemment face à Marine Le Pen. Est-ce que les scores historiquement bas, enregistrés par le Parti Socialiste, la gauche traditionnelle, 6%, 8% pour les Républicains, c'est vraiment aujourd'hui la preuve que cette dualité Macron-Le Pen s'installe et que les partis qui ont régné sur toute la Ve République pendant près de 50 ans sont morts aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils sont morts ? Il faut faire attention parce qu'on pourra ressortir cette vidéo dans quelques années. Oui, absolument, on pourra. Je compte sur vous. Karim Rissouli avait raison, ou tort. Je ne sais pas s'ils sont morts, mais ce qui est certain, c'est que... L'ampleur est quand même incroyable. Là. On a dit en 2017, c'est une élection particulière, il y a eu l'affaire Fillon, le renoncement de François Hollande, le dégagisme de 2017, dont Emmanuel Macron a profité.
comme si c'était une sorte d'épiphénomène. Et on a dit que la France était un peu à rebours des autres pays parce que les populistes gagnaient ailleurs et puis Emmanuel Macron, un président libéral, gagnait en France. Il se trouve que 2 ans après, malgré la crise sociale des Gilets jaunes pendant 6 mois, on se retrouve avec un Emmanuel Macron quand même qui installe son parti autour de 22-23%. Ouais. Ce parti n'existait pas il y a 3 ans. Et une Marine Le Pen qui, une nouvelle fois, est en tête. Et donc, on a un duel qui est en train de s'installer. Et ça, peut-être que cette élection de 2019, on n'a pas parlé quasiment des européennes pendant la campagne. On a dit que cette élection n'intéressait pas les gens. C'est peut-être encore plus important. C'est peut-être encore plus important que 2017 ce qui s'est passé dimanche soir. Parce que si le duel si le duel Macron-Le Pen s'installe durablement dans le paysage politique français, si ce nouveau clivage est vraiment en train de s'installer entre d'un côté Marine Le Pen, de l'autre Emmanuel Macron, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Ve République, on finit toujours par avoir de l'alternance. La gauche, puis la droite, puis la gauche, puis la droite, etc., etc. Qu'est-ce qui se passera après Emmanuel Macron si c'est ce duel-là qui s'affine? C'est-à-dire que du coup, la seule alternative, ce sera Marine Le Pen dans quelques années. Et c'est exactement le pari que fait le Rassemblement national. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron dit c'est moi ou le chaos. La preuve, si je perds, ce sera Marine Le Pen. Macron, ça lui convient forcément, parce qu'il a un adversaire pour lequel, effectivement, il y a encore une réticence à voter. Ouais, avec quand même quelques réserves. C'est que Emmanuel Macron, en 2017, il a gagné surtout avec les voix de la gauche. Oui. Au premier tour. Il fait ses 24% avec une grande partie des voix de la gauche. En 2019, il y a eu une sorte de remplacement des électeurs de gauche par les électeurs de droite, d'où le score famélique de Bellamy. Donc la gauche est repartie. La droite est venue grossir les rangs d'En Marche. Si Emmanuel Macron déçoit les électeurs de droite, ou si la droite républicaine se reconstruit avec Pécresse, Bertrand ou d'autres, alors il y a un énorme risque pour Emmanuel Macron. Donc la vie politique française est quand même assez passionnante depuis 2 ou 3 ans. Et ça va continuer là, dans les 2-3 ans qui viennent. Et c'est ce que nous annonce aussi l'élection de dimanche dernier. Avec quand même une nouveauté aussi, c'est que les écolos font souvent des scores aux européennes. C'est vrai, c'est vrai. Sauf que là, il faut un gros score, mais en étant loin devant les autres partis de gauche. Donc est-ce que la gauche va se reconstruire autour d'un pôle social écologique? Ça aussi, c'est possible. On voit qu'ailleurs en Europe, la gauche social-démocrate, finalement, refait des scores. Elle fonctionne plutôt bien au Portugal. Elle regagne en Espagne de manière assez inattendue depuis quelques mois. Bon, voilà. Donc, c'est... Il y a un vrai suspense. On parlait de Game of Thrones tout à l'heure, c'est pareil. C'est vrai, ça s'enchaîne. Et c'est assez passionnant. Alors moi, je suis passionné par la vie politique et ça me passionne toujours autant d'essayer de la décrypter. Et voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Damien, oui, on prend des questions. Direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions. Alors, on salue Christine, on salue Gardé, voilà, qui est avec nous aussi. Thierry, Janine, voilà, il y a beaucoup de monde sur la page Facebook. Et une question de Clémentine qui souhaite savoir ce que vous avez pensé du fameux clash dont on a tous entendu parler, qui a eu lieu dimanche sur le plateau de TF1 entre Daniel Cohn-Bendit d'un côté et Gilbert Collard de l'autre. Alors on va pas répéter les mots, il y a eu des échanges de mots d'oiseaux entre les deux. De vraies insultes, voilà, vraiment exactement. fortes. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant qu'observateur de la vie politique? Est-ce que ça traduit un malaise? Est-ce qu'à l'inverse, ça dessert la politique? Je pense pas que ça fasse beaucoup de bien à la politique. Ouais. Le rejet de la politique par une bonne partie des citoyens, et je pense qu'il vient aussi de ça. Après, pour le coup, Gilbert Collard, on le connaît. On connaît aussi Danny Cohn-Bendit, donc ça ne m'étonne pas vraiment qu'il y ait eu des étincelles. Provoqué, un peu des provocateurs. Après, ça a été très compliqué à gérer, à la fois pour Gilles Boulot. Parce que on a l'impression que ça a duré de longues minutes. C'était compliqué. Je ne dirais pas que s'ils l'ont mal géré, je ne sais pas si je l'aurais mieux géré moi-même. Mais quand on a deux... Oui, pour le coup, le mot est justifié, de grande gueule comme ça sur un plateau. Je me suis posé la question, j'étais chez moi de ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là. Je crois qu'ils ont essayé de couper les micros de Gilbert Collard à un moment donné. Ils n'ont pas trouvé le bouton apparemment. Non, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas que c'était dans les micros des voisins. Est-ce qu'il faut dire, c'est compliqué, Daniel Cohn-Bendit, il est salarié du groupe TF1. Il travaille pour LCI, ils ne vont pas virer Daniel Cohn-Bendit de leur plateau. Est-ce que dans ce cas-là, il faut dire aux deux, parce que sinon on passe pour l'anti-Front National primaire, est-ce qu'il faut dire aux deux, écoutez messieurs, allez vous calmer en régie, on reprendra quand ce sera terminé? Ou est-ce qu'il faut se lever, aller physiquement au contact pour les calmer? Je ne sais pas, physiquement, de manière très courtoise bien sûr. Mais c'est une vraie question qu'on se pose en tant que présentateur. Évidemment que j'ai regardé comme tout le monde et que c'était assez fascinant à regarder. On voit d'ailleurs la tête du monsieur qui est dans le public. On ne croit pas ses yeux. Mais on ne croit pas ses yeux et ses oreilles, je crois surtout. Mais je ne sais pas. Après, c'est pas le seul du Rassemblement national à être parti d'un plateau sur France 2. Et Julien Sanchez, effectivement, est parti du plateau d'Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse. Il y a aussi une sorte,
quand même C'est de la stratégie, c'est ouais, de la posture. quand de même stratégie aussi. qui est de dire de toute façon le discours anti-élite fonctionne, les médias incarnent les élites, voilà, on va venir, on dit notre message, et puis on va montrer qu'en fait on est victime de ce système-là. Donc voilà, soyons pas dupes de ça. Donc voilà, mais c'était un moment de télé assez incroyable, mais je pense pas que ce soit un moment de politique très très valorisant. Alors, comme je le disais au début, vous analysez, Karim, souvent la politique avec calme, avec recul. Ce qui est important, vous n'êtes pas dans la frénésie absolue, du sensationnalisme, de la recherche du direct. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est politique et France 5, c'est l'anti-BFM TV ? Est-ce que c'est l'anti-BFM TV ? Par nature, c'est l'anti-BFM TV. Par nature, on a une chaîne info leader. Le direct, show, qui doit se nourrir du show et du direct et de l'événement. Et nous, on est une émission hebdomadaire qui fait le pari de prendre du recul sur ce qui se passe. Donc est-ce qu'on est l'anti-BFM TV ? Est-ce qu'on est complémentaire d'une offre comme BFM TV ? En tout cas, oui. Dire qu'on est l'anti-BFM TV, j'ai peur que ce soit interprété comme une critique frontale envers BFM TV. Personne n'a critiqué votre couverture des Gilets jaunes pendant des mois, Karim, alors que ça a été le cas pour BFM TV, y compris en interne, avec des journalistes qui ont... Sur les Gilets jaunes, je pense qu'on a été l'anti-BFM TV. Sur les Gilets jaunes, ça, je le pense. Vous pensez qu'ils ont été trop loin parfois pas que BFM TV, parce que BFM, du coup, comme ils sont leaders, ils incarnent toutes les dérives des chaînes d'infos en continu, mais ce ne sont pas les seuls. Mais je pense qu'il y a eu une sorte de pornographie de la violence au moment des Gilets jaunes, en décembre, notamment autour du 1er, du 8 décembre, quand vraiment il y a eu les débuts forts du mouvement, avec les dégradations. Des dégradations où il y a une sorte, je pense, de pornographie de la violence et où beaucoup de médias n'ont pas pris assez de recul et en ont fait leur chou gras. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, beaucoup, c'est les chaînes info, de manière globale. Oui, surtout les chaînes info. Les chaînes info, mais encore une fois, c'est facile pour moi de critiquer des chaînes info dont l'essence même est de raconter ce qui se passe au quotidien, heure par heure, minute par minute. Quand moi, je suis là, dans mon bureau, en train de lire, de préparer mes émissions du dimanche. Donc, j'ai un luxe énorme par rapport à mes confrères qui sont en chaîne info. Donc oui, je suis assez fier de la manière dont on a traité le mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que collectivement, parce que je pense que je fais partie de ce collectif, collectivement, il faut que les journalistes se posent la question de comment ils traitent ce genre de moment, et on n'a pas forcément été collectivement à la hauteur de cette crise des Gilets jaunes. Damien. On salue Maurice qui est avec nous sur la page Facebook de TV Bonjour Magazine. Maurice. Bonjour Maurice, c'est une question infidèle. Il est là tous les jours Maurice. Une question Bonjour, de Maurice. Jacques sur Twitter qui souhaite savoir ce que vous pensez de tous ces ministres qui sont allés dans Balance ton poste sur C8, qui est une émission présentée par Cyril Hanouna. Je pourrais vous faire la même réponse que pour les émissions d'Ardisson. Sauf que là, on est quand même plus dans le divertissement. Enfin, Cyril Hanouna est plus estampillé divertissement. Alors, Ardisson l'était. Maintenant, ils font du news aussi, mais François de Rugy. bon, je pense qu'il y a des Français qui s'informent via Cyril Hanouna et via Balance ton poste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès, qui n'ont pas Ils ont accès à la politique. On a tous accès. Bien sûr, mais qui ne regardent pas autre chose. Donc je comprends très sincèrement que des ministres comme Marlène Schiappa ou d'autres. Elle a beaucoup insisté, c'est ce qu'elle a dit elle-même d'ailleurs. Elle a dit je vais toucher un public qui ne nous voit jamais. Dans ses émissions. Je pense que ça ne sert à rien de se voiler la face. C'est-à-dire que pour le coup, il y a beaucoup de Français pour qui la parole politique est galvaudée, ne veut plus rien dire, ils ne croient plus en cette parole-là. Donc Cyril Hanouna incarne un peu l'inverse de ça. Il se veut proche des gens, proche des téléspectateurs qui le regardent. Donc je comprends très bien que des ministres aillent là-bas. Encore une fois, je pense qu'on peut aller à peu près partout. Après, il faut accepter le retour de bâton quand il y en a un. C'est-à-dire que quand on va chez Cyril Hanouna, il faut accepter que parfois ça dérape. Il faut accepter d'avoir à côté de soi des gens qui puissent dire des grossièretés, des choses vulgaires, et assumer ça. À partir du moment où ils assument ça, je pense que il n'y a pas d'arène politique qu'on devrait sacraliser et dire voilà les hommes politiques. Ce que vous disiez tout à l'heure pour Karine Le Marchand ou d'autres types d'émissions après tout. Donc il faut s'ils acceptent le risque. Dans ce cas-là, qu'ils aillent parler à des gens qui peut-être ne regardent plus pas forcément les émissions politiques, ne regardent pas forcément ces politiques, les JT, ou ne vont pas sur la page web du Figaro ou du Monde. Donc voilà, c'est très particulier. Enfin,
c'est compliqué de dire pour nous ici, il faut pas aller parler d'actualité là-bas. Bah, si pour ces gens-là, c'est la lucarne sur la politique, c'est Cyril Hanouna, bah, profitons-en. Je voudrais qu'on termine, parce qu'on arrive déjà au bout de cette émission, en parlant d'un nouveau numéro de la collection C'était écrit, qui arrive le 16 juin prochain. Ouais. Hein, c'est très bientôt. Ce sera à 20h50. C'est vous qui êtes en charge de ce programme. Et cette fois-ci, vous allez vous pencher sur la victoire des Bleus au Mondial. Une autre de mes passions. Avait fait voilà, le football. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, on rappelle hein, le principe, vous racontez comment inéluctablement cet événement est arrivé. Bruce Toussaint l'avait fait l'année dernière avec François Fillon. Il y avait eu deux numéros, Marine Le Pen avec Marine Le Pen Fillon. et François Fillon. Est-ce que c'est pas un peu présomptueux d'affirmer aujourd'hui, c'était écrit que les Bleus allaient gagner, alors que franchement, vous connaissez le faux de Karim. Au début de la Coupe du Monde, on n'était quand même pas sûr du tout que ce soit. Non, mais l'idée de cette collection, c'est de partir d'un événement et en fait, c'est une porte d'entrée. C'était écrit, c'est de raconter. En fait, voilà, les Bleus ont gagné en 2018, mais cette victoire n'est pas arrivée par hasard. C'est-à-dire que du coup, on va vous raconter 8 ans d'histoire de l'équipe de France, de Nice Now en 2010 jusqu'à la victoire en Russie en 2018. Et ça passe par des moments où parce que c'est aussi de la politique et de la société. C'est un film qui parle de football, mais pas que. Genre l'amour du maillot, comment l'amour du maillot revient après Nice Now et l'histoire du bus. Comment Didier Deschamps a changé l'équipe. Comment Deschamps a changé l'équipe. Comment les attentats, le soir de France-Allemagne en 2015 à Saint-Denis, vont aussi faire prendre conscience à cette équipe de France qui sont plus qu'une équipe de football, qui sont un symbole de ce pays fracturé et ensanglanté. Donc c'est un film que moi j'ai adoré faire, parce qu'on a on a François Hollande, par exemple, qui témoigne dans ce film, ou des gens comme Michel Simès, ou d'autres qui... Des grands fans de foot. Des grands fans de foot, mais qui ne sont pas des journalistes sportifs ou des sportifs eux-mêmes, mais qui vous parlent de football. Vous avez par exemple, quand François Hollande vous commente le débordement d'Hernandez, le centre pour la reprise de volée de Pavard, c'est assez savoureux. Et de l'autre, on a des sportifs, Giroud, Rami ou Deschamps, qui vous parlent aussi au-delà du football, de ce que ça veut dire de porter le maillot de l'équipe de France. Donc un peu à front renversé, des sportifs qui vous parlent de la société et des commentateurs ou des observateurs politiques ou journalistes qui vous parlent de sport. Donc c'est pas un énième documentaire sur la victoire des Bleus, les coulisses, etc. TF1 l'a très bien fait, avec tous les droits que TF1 a. Là, on est sur France 5. Une image d'un but, je vous laisse imaginer ce que ça coûte, un but de la Coupe du Monde. Ça coûte cher, Donc non, je suis très fier de porter cette collection maintenant avec Alexandre Amiel, et d'avoir pu faire ce film qui vraiment regroupe deux de mes grandes passions, c'est-à-dire le sport et la politique. Et la politique. Ce sera le 16 juin prochain. En attendant, vous vous branchez bien sûr sur France 5 ce soir à 20h50. C'est politique, consacré spécialement évidemment au débrief des élections européennes qui ont eu lieu dimanche. Et enfin, je rappelle que vous pilotez aussi le magazine C'est politique. Chaque dimanche, c'est 18h35. C'est sur France 5. Nous, Damien, on sera là demain. Oui, on sera là demain. Pour la dernière de la semaine. Oui, alors après, c'est férié. oui, vous savez, on n'en a fait que 2 cette semaine. On a décidé de beaucoup bosser. Entre la politique et les jours fériés, on n'a plus le temps de parler de télé. Justement, demain, on va rester dans le service public. On va aussi parler d'une certaine manière des élections européennes, car on reçoit une journaliste qui a fait partie du dispositif de France 3 dimanche dernier. Elle est aussi aux commandes du magazine Déraciné des ailes. Elle incarne les journaux de la chaîne. Vous l'avez reconnu. J'ai buzzé. Il s'agit de Carole Gessler, effectivement, que nous recevrons demain à votre place sur ce plateau. Donc j'espère que vous serez nombreux pour nous poser toutes vos questions. On sera évidemment très nombreux. Voilà. Merci Damien. Merci Karim d'être passé nous voir. Merci. On se retrouve dès demain pour un nouveau Buzz Télé. Excellente journée à toutes et à tous.